Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Ma Télé à moi, avec un invité de marque, notre cher Arslan, qui est venu nous parler ce soir de peinture, du théâtre, de la télévision, du cinéma et de plein d'autres choses. Arslan, bonsoir et merci de nous avoir honorés de ta présence. C'est moi qui vous remercie. Alors, j'ai envie de te poser une question parce qu'on t'a un peu perdu de vue. Et tes fans m'ont un peu saisi sur les réseaux sociaux pour me demander de tes nouvelles. Alors, je te laisse leur répondre. Que deviens-tu, Arslan? Oh ben, je suis dans mon petit coin, très tranquille. Je peins. Je passe souvent mes journées à peindre, à pratiquer ça. Et le reste du temps, bon, comme tout le monde, quoi. Le petit marché, la marche, etc., quoi. Très bien. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais te faire intervenir parce que j'entends par-ci, par-là, et j'ai même lu dans certains journaux que Arslan avait quitté l'Algérie pour aller s'installer à l'étranger. Et ça, je sais que ça ne te correspond pas du tout. Et là, je te donne l'occasion de répondre aux gens que c'est totalement faux. Ah non, pas du tout. Certainement, il y a eu une confusion. C'est plutôt mes enfants qui sont partis avec leur respectivement mariés, avec le mari et l'autre avec sa femme. Mais moi, je leur rends visite chaque année, oui. Surtout dans la période de Ramadan, l'Aïd Sghar, l'Aïd Kbir. Je reste 2-3 mois et puis je suis là. Non, je quitterai jamais. J'ai jamais quitté. Même la période la plus chaude, non, je peux pas. Quand on m'a dit ça, je leur ai dit. Je ne quitterai pas. S'il n'est pas parti pendant les années difficiles de l'Algérie, c'est pas maintenant qu'il va partir. Non. Malgré ce qu'on peut émettre comme critique par rapport à beaucoup de choses, mais on est toujours là. Oui. J'aime être là. Alors, on va attaquer ton programme. Et ton premier choix s'est porté sur un grand chanteur, un grand interprète, un grand parolier, en l'occurrence Dahman Harachi. Ah oui. Voilà, donc je te propose d'écouter Dahman Harachi et de revenir juste après. C'est parti. Sahab. ما يستحسب الجمرة غير اللي كواتو ما يعلمش بحالو إلا الكريم وحدو شحال صابر والدنيا علاش ما بغاتو الزمان تبدل وعد شدو ما يصبرش وقلبه حاير ما يهلاش وعقله طاير خلى اهله في الجزاير ما صفكاش دنيا نير كل ما يتمنى حاجة في حياته ما يطلعش نهاره والليل شاهده يا حليل ويجري ما لحقش وقاته تقول سعد وراقد ما بغى ينوضو ما يستحس بالجمرة غير اللي كواتو ما يعلمش بحالو إلا الكريم وحدو شحال صابر والدنيا علاش ما بغاتو الزمان فتن وبعد شدو جرا وشقى في يامو رجع خيال خباه ظلامو كي يهضر بقوى الكلام والناس عليه تغير شحال شقى وتغير وحصل فكراتو الهوا والريح اللي جي رافدو ما يعرفش هاد البلية منين جاتو هكذا تقول العن في كتاب جردو ما يستحس بالجمرة غير اللي كواتو ما يعلمش بحالو إلا الكريم وحدو شحال صابر والدنيا علاش ما بغاتو الزمان فتن وبعد شدو Quelle voix et surtout quelle parole. Hein. Ah oui. Alors pourquoi Dahman?
Dahman, la première fois que je l'ai vu à la télé, mais je ne l'ai pas connu malheureusement, j'ai été saisi d'abord par son visage. Il a un visage, un bel homme, un bel Algérien qui me donne, qui me fait penser aux années 50, 60, 40 même. Il a une gueule, comme on dit. Et sa voix un peu éraillée. À la limite, il peut chanter du blues d'une façon extraordinaire. Tout à fait. Et il interprète une chanson là de jeunesse, des paroles très simples, mais très fortes, mine de rien. Tout à fait. Il est vraiment, moi, il fait partie des chanteurs que chapeau bas, quoi, extra. C'est vrai que tu n'as pas hésité une seconde. Tu m'as tout de suite dit Dahman El-Harachi. Oui, non, c'est. Alors, à part Dahman El-Harachi, Arslan écoute quoi comme musique, comme chanson? En ce moment? Oui. En ce moment, j'écoute rien. Sincèrement, j'écoute le silence. J'adore ça. C'est vrai. C'est très beau. Non, c'est la vérité. J'adore le silence. C'est très beau, écouter le silence. Je peux rester des heures et des heures comme ça. Hein. Ah oui. Mais avant, tu écoutais. Avant, oui, j'écoutais, oui. La musique de mon époque. La chanson occidentale, algérienne. Orientale, pas tellement, non. C'est algérienne surtout. Non, je parle donc l'Anqa, Gerwabi, comment il s'appelle l'autre? Avec ma mémoire. Bon, mais. Et puis, bon, les Pink Floyd, c'est de l'époque, quoi. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi quelque chose que vous avez en commun, toi et Dahman El-Harachi, c'est l'amour de la mer, de la nature. C'est peut-être aussi pour ça. Hein. Absolument. D'ailleurs, la séquence que je viens de voir, elle se déroule dans la mer, là, sur un bateau, c'est extraordinaire. Oui, la mer, j'allais dire que je suis né presque dedans, hein, à quelques centaines de mètres. Hein. Justement, c'est extraordinaire. Justement, c'était pas une question innocente, c'était pour te ramener à parler un peu de ton enfance. Je voudrais savoir, ton enfance, Arslan, elle s'est passée où et comment? Mon début d'enfance, disons de 48 à 58, je l'ai passé dans un village de pêcheurs, justement. Un village qui s'appelle Zama-Monsouria. C'est très connu, hein, c'est très beau. C'est extraordinaire. Non. Quoique maintenant c'est dénaturé. Non, ils ont. Ce n'est pas le Zama que j'ai connu. Hein. Le réalisateur m'a dit Oulid Bladi. Ah bon? Donc, ce n'est pas de traitement de faveur. Et après, bon, c'est à Alger, en 58, Dar Saada. Voilà, mais je sais que tu pars souvent à Zama Monsouria. Depuis quelques années, je n'ai pas remis les pieds parce qu'à cause de mes enfants que je vais rejoindre. Mais Zama, j'y vais l'hiver ou le printemps, il n'y a personne, justement. Tout seul, la mer m'appartient. Alors quand on me dit, je leur dis, je suis très riche, pourquoi? Je leur dis, toutes les plages m'appartiennent. Et je peux vous inviter, venez. Oui, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai pas besoin d'être propriétaire de quoi que ce soit. Tout à fait. C'est extraordinaire. C'est vrai que pendant l'été, avec les estivants et tout, c'est pas du tout intéressant. Non, je peux plus. Du moins pas pour nous, vu notre âge. Oui, voilà, plutôt. Non, toi, tu es jeune. Pas aussi jeune que ça. Alors, côté école, ça se passait comment? Les Beaux-Arts? Côté école, non, tout jeune, tout petit. Oh l'école Koussi-Koussa. Mais ce que je retiens à l'école, c'est que je commençais à m'intéresser à la couleur et au dessin. Voilà. Le reste, j'apprenais comme tout le monde, je ne savais pas parler le français. Hein. D'abord, à mon époque, on parle français dans la rue, jeune, à 6 ans, 5 ans dans mon village. Tu es traité presque de collabo, donc je pigeais rien. Voilà, donc on faisait l'effort d'apprendre la langue, parce que c'est avec celle-là. J'avais fait ça avant, mais ça m'a... La médersa. Oui, ça m'a permis quand même d'avoir mes bases. Je sais que tu as commencé à dessiner à peu près à l'âge de 11 ans, 12 ans, 10 ans, et ce n'est sûrement pas ton papa que tu dois ça, hein, puisque je sais que ton papa n'était pas très porté sur la chose artistique. Absolument pas. Absolument pas. Je me suis inspiré d'un oncle. Ton oncle shérif, non? Ah oui. J'ai fait mes recherches. Avant, il y avait les bandes dessinées sur trucs qu'on appelle ça les cow-boys et les Indiens, nous, à l'époque, et je le voyais dessiner... les chevaux, les revolvers, le truc. Et
puis moi, quand j'étais petit, pour moi, c'est magique. Hein. Ouais, ça te fascine. Et c'est de là-bas qu'il y a le déclic. Uh-huh. Et j'ai essayé de l'imiter, tout simplement. Ouais. Et après, après, quand j'allais à l'école, même au lycée, Donc à la maison, même âgé, tu le par la faisais en suite. cachette à la maison. Oui, parce que mon père, il avait un regard qui n'était pas du tout plaisant. Ça veut dire راك تضيع في وقتك. Exactement. تضيع في وقتك حنا قلنا لازم تقرا ماشي تتمسخر وتخربش. كما يقول واحد صاحبي يقول لي راك طلص. Je trouve que c'est beau. Ouais. Parce qu'il voit de l'abstraction. Ouais. طلص. Oui, oui, أنا طلص. Et donc, on m'a dit que même à l'école, tes profs, de temps en temps, te faisaient monter au tableau pour dessiner des schémas parce que tu étais doué. Oui, oui, Ouais. c'est vrai. Mais c'est vrai ça. Non. Même pour imiter, ça va. Les profs, parce qu'un jour, ils ont dit, je sais pas, il y avait quelque chose à l'époque à propos de la gourde, comment ils buvaient à l'époque. Moi, j'ai levé la main, je lui dis, parce que j'étais fou de cinéma, hein, mais j'étais petit. Ouais. Et je dis, ils prennent ça comme ça sur le. Ouais. Et, alors je fais le geste, je suis monté, alors le prof il me regarde, pour lui c'est comme si j'avais fait quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai reproduit que ce qui m'avait intrigué. Tout à fait. Et c'est vrai, quand il passait, il voyait que j'étais en train de griffonner, de dessiner, je peux pas. Alors je lui dis, c'est ma manière de me concentrer, bon, ça passait pas. Mais bon, mais c'est bien, quoi. Bien essayé, quoi. Oui, je regrette pas. Et depuis, la passion du dessin et de la peinture ne t'a plus jamais quitté? Non, absolument pas. Mais c'est une chance. Ouais. Wallah, c'est un privilège. J'allais dire même c'est un luxe. Bien entendu, c'est un peu difficile, surtout actuellement. Hein. Ouais. On ne peut pas vivre de son art. Hein. C'est pas évident du tout. Certainement. Donc, il est pour ceux qui se destinent vers ça, je conseillerais qu'ils aient quelque chose à côté. À mon avis, à mon avis. C'est jamais. Hein. La vie, elle est longue, tout en étant courte, bien entendu. Alors, on ne sait jamais. Oui, et puis franchement, c'est aussi, ça doit être, je présume, une frustration pour vous, hein, les artistes, parce que moi, quand je passe comme ça devant des galeries et que je les trouve pratiquement désertes, je me dis, les pauvres, ils doivent vivre très mal ça. Et c'est vrai que c'est un peu... L'art... Qu'est-ce qui cloche? On n'intéresse pas trop les enfants, peut-être dès leur jeune âge. Oui, il y a tellement de raisons. Il y a un travail à faire là-dessus. Ça vient de loin, tout ça. Ouais. Parce qu'il faut dire quand même que la peinture n'est pas un art qui va vers les autres. C'est pas le cinéma, c'est-à-dire où le vécu peut être en liaison avec ce que nous voyons. Il s'invite chez nous à travers la télé. C'est dans une galerie, c'est fermé. Oui. Et puis moi, je vais vous dire, avant, quand j'étais jeune, j'osais pas rentrer, je trouvais un espace. J'avais l'impression qu'il fallait être un intellectuel, que il fallait avoir une espèce de permission. Alors si on est un peu timide, on n'entre pas. C'est très difficile. Enfin, moi, c'est comme ça que j'étais. Alors là, pour que les gens aillent dans les galeries, il faudrait un travail. Ça s'apprend, ça se travaille. C'est-à-dire à l'école, au lycée, peut-être à la télé, des émissions, des débats, des confrontations. C'est pas évident, c'est un travail. C'est un travail pour amener les gens à aller vers l'art. C'est pas... ça vient pas du jour au lendemain et comme ça. Donc tu fais le conservatoire? Oui, en 70, oui. Mais avant ça, je voudrais rester sur la peinture. Donc tu fais l'école des Beaux-Arts? Oui. Et puis après, tu enseignes même à l'école des Beaux-Arts? À partir de 77, oui. Je devenais assistant de mon prof, quoi. Par la suite, et après... Et ça t'a apporté quoi d'enseigner? Ça doit être une expérience extraordinaire. Sincèrement, une bonne partie d'année, je vais vous dire, là, c'était du bonheur. C'est-à-dire qu'on attendait vraiment le jour que le week-end passe pour qu'on aille retrouver... Il y avait une espèce de motivation, de passion. On allait même les vendredis ou les dimanches, j'ai oublié. On travaillait pour ceux qui voulaient venir travailler. Les jours de repos, on y allait. Non, c'est... Imaginez un peu, des gens innocents qui viennent, quémandeurs de tout. Vous leur dites que la souris peut ressembler à un éléphant, ils peuvent vous croire parce que vous êtes l'enseignant. Donc, quelle responsabilité. C'est une grosse responsabilité parce qu'on peut former ou déformer le mental chez quelqu'un. Et on peut lui montrer une voie qui n'est pas vers la
création, vers l'innovation, mais vers la répétition. Donc il faut essayer de trouver la corde sensible et le sensibiliser et le faire connaître dans son intériorité pour pouvoir par la suite faire sien de ce qu'on lui apporte. Voilà, et de ce que les livres ont lui apporté, l'expérience des autres, cette curiosité, la connaissance est importante de nos jours. La répétition, l'artisanat, non. Là, on va faire l'artisanat qui est respectable dans son domaine. Mais de nos jours, je crois que c'est mal compris par ceux disons qu'ils peuvent financer des projets. Et alors, on voit des trucs aberrants. Ils croient que c'est ça l'art. Non. On est dans un urbanisme, je vais employer le mot, de mocheté. Vraiment. Sauvage. Des bassins. Comment? Une ville. On est dans une ville. On est dans Alger. Et alors, on embellit comment? On crée un bassin avec des tuyaux, de l'eau qui court, et puis ça y est, de la céramique, qui peut être bien dans une salle de bain, d'accord? Mais dans la rue, dans les façades de cinéma, dans des façades. Et c'est toujours cette espèce d'artisanat. Ce n'est pas de la création, parce que la céramique, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très difficile, quand on se met à vraiment faire de la céramique et de la création moderne, ou même si elle est traditionnelle. Mais c'est quelque chose de fabuleux, quand c'est respecté, quand c'est travaillé dans son essence. Toi, justement, tu es dans le design, et tu as produit pas mal de choses. Je sais que, par exemple, la signalétique du métro d'Alger, on la doit à Arslan. Oui, je l'ai travaillé. C'est paradoxal encore ce pays. Je l'ai commencé en 82-83, à l'époque. Après, il y a eu une rupture. 30 ans après, on m'appelle. Ah bon, oui, pour faire la typographie arabe. Et là, j'ai travaillé avec le bureau de Paris, le RER, ou la RATP, de Paris. Donc, il y avait un designer et on travaillait de pair. C'était une très belle expérience. Bon, sinon, il y a eu le sigle de la SNTF. SNTF, Nashco, j'ai travaillé pour le Naftal, j'ai travaillé pour Schlumberger, Sonatrach. Oui. Donc, toi, c'est surtout le design, et c'est ce que tu as enseigné au Beaux-Arts? Oui, design graphique. C'est ce que j'ai enseigné. Design graphique. Alors, tu peins toujours, pour terminer avec chapitre peinture? C'est très bien. Heureusement qu'il y a la peinture, tu me diras. Ah oui, c'est une évasion, c'est une évasion pour toi? C'est non seulement une évasion, mais c'est encore... C'est-à-dire cet acte d'isolement fait que... C'est pour ça que je vous ai dit que j'adore le silence. Fatalement, on va prendre le pli de son métier, quelque part. Et donc, je suis en communication, si tu veux, avec le cosmos, disons comme ça. Wow. Disons-le. Enfin, je comprends. Voilà. Et tu transcendes par moments. Il t'arrive de transcender. C'est très... Bon. C'est des moments... C'est-à-dire où tu as la connaissance sans le savoir. Il n'y a pas le savoir. C'est intuitif même. J'adore ça. Ça développe une espèce de... Je sais pas, une autre forme d'intelligence émotionnelle, une forme de rapport aux autres. C'est vrai que c'est un peu en décalage par la suite avec l'environnement immédiat quand tu sors, parce qu'il y a encore un peu... Mais bon, mais c'est que j'adore aussi les gens, c'est ça. Autant je suis en train de parler de moi-même. Mais c'est ça, un artiste. C'est magnifique. Un artiste, c'est aussi beaucoup de contradictions. Oui, certainement. Alors, on va fermer cette parenthèse par rapport à la peinture. On va ouvrir celle du théâtre. Mais avant cela, je vais te montrer, à toi et aux téléspectateurs, une séquence que tu as choisie du Grand Touri. J'espère que ça vous fera marrer. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup marrer. On regarde. حسبني في قلبك الرحمة يلا لا تخاف ربي كبير
Quel talent. Oui. Alors, tu as voulu rendre hommage à cette génération, bon, à travers Touré, mais il y a toute une génération derrière. Oui. C'était des exemples pour toi? Non, j'y pensais pas en tant qu'exemple, mais j'étais admiratif. C'est-à-dire, vraiment, je regardais ça comme un gosse qui regarde ça. Hein. Si j'étais pas en une situation là, j'aurais rigolé comme un... Oui. je sais pas comment l'expression, mais sincèrement. Ouais. Mais cette scène-là, elle me tuait, moi. Ouais. C'était le talent. Il est de niveau international là-dedans. Tout à fait. Regarde la gestuelle qu'il a. Regarde, ça, c'est ce que j'appelle... Voilà, il a une intelligence émotionnelle d'un acteur. Tout à fait. Alors le coup de tête, c'était là. Là, on était pliant. Ça, c'est l'Algérien. Ouais. Ça, non, extraordinaire. Ouais. Le faciès. Ouais. Voilà un bel homme aussi, des années 30, 40, 50 à la... Ouais. Beaucoup de virilité. Beaucoup, Absolument. ouais. Une gestuelle, un physique. Il est de la même dimension que les trucs américains. Là. Ouais. Absolument. Les Pour moi, oui. ah, vraiment. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Ouais. Je sais qu'aussi, comme la peinture et le dessin, le théâtre, ça a commencé très tôt. Oui. Tu étais déjà bon imitateur quand tu étais tout petit. Oui. Ça a commencé avec ça. C'est comme ça parce que... bon, c'est paradoxalement, j'étais très timide aussi. Et quand on est timide pour être inséré dans un groupe, on essaie toujours de séduire et de faire le clown et d'essayer de faire rire pour pouvoir faire partie de... Oui. Parce que j'avais un groupe où c'était tous des... Ouais. Oui, je trouvais qu'ils étaient trop intelligents pour moi. Ils étaient dans un niveau... Oui. Il fallait s'imposer. Moi, donc j'ai noté que je pouvais faire rire un peu, donc j'imitais certaines, mais mal certainement, mais j'imitais Fernand Reynaud, Raymond Devos, Guy Bedos. À l'époque, c'était cela. Bon, et ça le faisait rire un peu. Et par la suite, donc c'est à travers ça qu'une personne m'a dit, mais pourquoi tu ne t'inscris pas et tu passes le concours au conservatoire? Ça a commencé comme ça. C'est comme ça que ça a commencé au conservatoire. Oui, la peur au ventre et on a passé le 70, concours. 70, oui. Oui. Et c'était Mhidine Bachtarzi qui était... Directeur du conservatoire. Je jouais certaines scénettes à lui. Et ça t'a apporté quoi? Le conservatoire à l'époque, c'est quoi? Ça m'a apporté beaucoup. Ouais. Une autre forme de culture. Je maîtrisais un peu les classiques. Bon, c'était en langue française, mais le Molière, les Racine, les Conâtre de Musset, tous ces gens-là, j'y travaillais beaucoup, parce qu'il fallait jouer des scènes à eux, écrites par eux. Et donc le rapport aux autres, être en scène, le professeur là, qu'est-ce que ça m'a porté par la suite à jouer des pièces de théâtre, avec notamment des troupes françaises. Mais c'est beaucoup de travail aussi. Hein. Énormément. Ah, énormément. Oui. Il fallait répéter chaque soir de 6h à 9h. J'allais en courant, je sortais des Beaux-Arts à l'époque, ça finissait à 6h. 8h midi, 2h, 6h. C'était d'une rigueur absolue. Il n'y a pas de retard, un étudiant qui est... Non, c'était trop sérieux. Moi, j'ai une question naïve à te poser. Admettons que j'ai un enfant, j'ai envie de l'inscrire au conservatoire. Qu'est-ce qui pourrait me faire détecter un talent chez lui pour l'inscrire? Ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Après, on essaye et on voit. Ou il y a des signes comme ça pour dire celui-là, il fera un bon comédien. Bon, ça fait des années que je n'ai pas remis les pieds. Je ne sais pas combien d'années. Mais non, selon toi. Selon moi, tu verras s'il a une passion pour ça. Tu le verras dans son évolution de tous les jours. À la maison, comment il réagit, est-ce qu'il fait de l'humour, est-ce qu'il veut être le centre d'intérêt, etc. C'est des signes. Des signes. Et par la suite, parce que c'est pas évident, parce qu'on peut être rigolo dans la vie, mais très mauvais comédien par la suite, parce que c'est un autre rapport. On n'est pas avec soi-même. On essaie de prendre chez l'autre pour l'interpréter lui. Donc, c'est pas évident, mais je crois qu'il faudrait être in situ à chaque fois et faire des essais, voir. Voilà. Et puis, ça demande tellement de travail. Quand on aime ça, sérieusement, ça demande beaucoup de travail. L'art demande beaucoup de travail. Exactement. Des heures et des heures de travail. Quel que soit le travail artistique que tu fais. Le don à lui seul ne suffit pas. Non, peut-être qu'il y a quelque chose. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose. Chacun a quelque chose.
Mais c'est... Quelqu'un peut être un chef d'entreprise, au départ, tu sens qu'il y a quelque chose en lui, un Ouais. type qui Il sait meneur d'homme, qui... Oui, avec ça, comme ça, manager, j'ai des ouais. amis. Moi, je ne le suis pas du tout. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, on va te voir dans une pièce de théâtre que j'aime beaucoup, en l'occurrence, El Mahgour de Bouguermouh. Ah, là, On regarde. Allah yarhamou. درتها يا ابو الزبايله تسوسوا فيه شد درع بغيت هذاك باباك ما درت غير الواجب. ها هو الشبع تاعك الصنديد الزعيم البطل وعلاه تكذب ضربت عليه ولا لا لا انا غمي عليه. خلي ولدي يهضر شويه. احكي لنا يا وليدي احكي. شكون الظالم شكون المظلوم؟ احكي لنا باللي صار من الاول حتى الاخر. هلا واش راكم تهضروا واش صار؟ شوف راك تمهبله راك تبرع ارحنا جدي حبسوا يضربوني. ما كنا تخبى راجلك ارحنا وقول لي الصح صح عند ربي ياك جدي. ايه عند ربي سبحانه. ويدير راني نقول لك ارحنا واش تحبي عنده؟ واش دار؟ دير دمزه وعارك انت واش داير هو تعارك البرا وانتم تعاركتوا الداخل. عركة البرا وعركة الداخل ماشي كيف كيف. ويدير هيا روحي تهب شغلك صح. ما دارينا اللي درتوه. والله غير جدي مربط. تعرف ديما تسقنا. قرت الالمان واش دير يا وليدي؟ حوش يديروا لك الحلاج. شكون هذا الحلاج؟ دار ثورة ثاني. ما دارش الثوره حوش يدير الثوره وحده. في الكتاب العناصر في الصفحه الاخيره مكتوب والحكم كان طويلا وقاسيا وفي النهايه اتفقوا على ان المنهج النظري والمنهج الفلسفي متناقضان وحكموا عليه بالاعدام ومات الحلاج مشنوقا. احكي يا وليدي احكي. نعرف باللي النفوار رجله صعيبه وانت تسلكها. احكي لي كيفاش بدات. الدراري كامل كانوا متجمعين في وسط الدار. صح ومن بعد. جيت انا نحوس نركب في الجعلوله أها. داروا لي صف وما خلونيش نجوز حوسوا يحقروني. يحقروا. راكي تسمع يا مرا. حوسوا يحقروا وليدي العزيز. صح انا تما خسرت فيهم. حتى هما خزروا فيك صح حتى انا زيد خسرت فيهم. صح ومن بعد وش صار؟ ومن بعد كي خسرت فيهم زادوا خسروا فيا. زيد ومن بعد. ومن بعد ايه يعني يخسر زيد. انا نخسر ومن بعد. هو يخسر زيد. انا نخسر زيد. هو يخسر زيد حتى تلموا صحابي ورايح علي كان صحاب ومن بعد وانا كنت بصحابي ومن بعد علي خسر فيا زيد خسرت فيه. قلت لك ما تخزرش بزاف يا وليدي. انا تما قلت له ها الجعلوله ماشي نتاعك. قال لي ماشي نتاعك انت. شفت الخبيث. هو قال لي ماشي نتاعك انت ونهفو درت له فان اوتس هو راح ضربات وانا جيت طلع كوش وركبت فوق الجعلوله. نعرفك تسلكها يا وليدي يا نعرفك. اخي شيليا. علاش علوله داروا قره؟ ولد ما تشوفها بابا صحاب قويدر بداو يصفقوا صحاب علي سكتوا ماتوا بالغزله. سكتي انت. هذه هضره ما بين الرجال حتى يماك. انا فوق الجعلوله وعلي مازال يخسر فيا. ما تقوليش انت اللي استخسرت فيه. وعلاه لا خاطر بزاف يا وليدي. الخسره ديما مره زوج ثلاثه واعطي يما. انا تما غلطت ولا غلط. الخسر زيد خسرت فيه. Alors, ça te fait quoi de revoir ces images? Oh, parce que d'abord, par rapport à Sabah Saghera, c'est... Ouais, Allah yarhamha. Regarde comment elle a tenu ce rôle avec quelle fraîcheur. Tout à Alors, fait. Omar Gundouz, tu as vu? Ouais. Ah, c'est un très, très, L'aisance très grand dans le- comédien. ouais, tout à fait. Vraiment, c'est quelqu'un de... Donc, la joie dans laquelle j'étais... Voilà le théâtre que... Ouais. Une joie dans la répétition, une joie dans tout. Et puis le metteur en scène qui est fabuleux, Allah yarhamou, Malik Boukelbouh. Donc c'est grâce à des gens comme ça qu'on a ce plaisir et, C'est ça, on sentait qui vous aident à faire quelque chose. C'est grâce à ces gens-là. Mais c'est vrai que c'est ce qui se Le dégage. grand-père. Oui, c'est ce qui se dégage le plus. On sentait que vous preniez plaisir déjà. Oh, c'est un grand plaisir. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que ça marchait et que ça a accroché. Oui, parce qu'il y avait un vrai metteur en scène. Ouais, c'est important. Il a le regard. Et c'est un type qui a fait des études en 7 ans en URSS, dans la grande école. Le type. Qu'est-ce qu'il m'a apporté énorme. Ouais. J'ai fait le conservatoire, donc le truc classique français, la manière de jouer. Mais lui, il m'a apporté la méthode Stanislavski, la méthode russe, qui est très forte, qui a donné naissance à l'acteur studio, américain. Oui. Donc imagine, quand on est entre de bonnes mains, le mérite leur revient. Hein. C'est vrai que Malik Bouguermouh, c'est une grosse perte pour le théâtre. C'est quelque chose. C'est une grosse perte pour le théâtre algérien. Oui. Alors, tes débuts au théâtre, à part El Mahgour Mes débuts. Oui.
Première grande pièce, c'était en 71, c'était en français. J'avais la peur au ventre, c'était la fin de l'année à le conservatoire et j'avais joué le docteur Knock et j'ai joué le premier rôle. C'était la mort au ventre. C'était la première fois que je devant un public et c'était la première fois que mon père est venu. Parce que pendant une année, j'ai joué en cachette. Parce que mon père, malgré mon âge, il refusait. Il n'était pas question. Il y avait une bagarre à heure. Je refusais de faire ce qu'il voulait. Et avec ma mère, comme toujours, notre mère algérienne qui est extra. Elle est toujours au courant. C'est elle qui est la confidente. Et puis elle l'a amené voir la pièce. Et après, il était content quand même. Presser des pistes à... Comme quoi. Oui, voilà, je vous réponds d'une manière naïve. Mais la témérité finit par payer. Les comédiens avec qui tu as travaillé, qui t'ont beaucoup appris, qui t'ont vraiment soutenu, je parle du théâtre. Théâtre. Écoute, j'ai joué avec Serhat Boumediene, une autre pointure, Tu imagines quand Serhat Boumediene, le talent qu'il a. Tout à fait. Tu as vu des talents vraiment de niveau international. Moi, je mesure mes mots. En général, je n'emploie pas les grandes phrases. Sans complaisance. Non, pas du tout. C'est extraordinaire. Et Omar Gendous, tu le vois, c'est une grosse pointure aussi. J'ai au théâtre, qui c'est d'autres. Voilà même Sabah Saghera. Tout à fait. Tu sais, quand tu as une relation, un feeling, tu as une présence aussi fraîche, aussi spontanée, mais ça te tire vers le haut. Donc il y a eu Madani Namoun, je vais en oublier plein là au théâtre. Alors, on va se faire plaisir puisque tu as parlé de Serhat Boumediene. Oui, c'est un qualité. Alors il y a une pléiade comme ça de comédiens avec lesquels tu as joué dans une pièce assez originale, à savoir Douéra. On va avoir un extrait et tu nous en parleras. Voilà, là ça va me rappeler. Douéra, c'est parti. Alors, c'est un exercice assez particulier. Et je voulais savoir, toi, tu jouais quel rôle? Bon, là, je ne suis pas à l'image, justement. Le singe. C'était symboliquement, j'étais l'intellectuel du groupe, des animaux. Alors, parle-nous un peu de la pièce. La pièce, c'est un espèce de conte, mais qui a un contenu plus ou moins politique. Il y a les maîtres, les prédateurs, et il y a le peuple, représenté par les petits animaux. Et donc, moi, le plus intelligent du groupe, symboliquement, j'essaie de fédérer ces gens-là et leur dire Tihad. L'union fait la force. Absolument. Et donc, il y a un contenu intéressant. Tu as vu la langue dans un arabe dialectal très propre. Très propre, oui. Très propre. On dirait du littéraire alors qu'on parlait en dialectal. Voilà, quand c'est très bien écrit. Avec une mise en scène. Bon, là, on a vu un petit extrait, mais il faut voir quand il y a les gosses qui jouent les fourmis, c'est extraordinaire. C'est une occasion, peut-être, il faut penser à la reprogrammer pour que les gens redécouvrent. Parce que les gens qui l'ont vu à l'époque, la plupart qui m'arrêtent, c'est toujours des universitaires. Tu vois. Oui, ça leur a plu. Oui, parce qu'il y a un message très fort. Et puis, il y avait Azdine Djoubi, Ben Gutta, Sonia, Dalil Ahlilou. Quand on réunit tous ces talents-là dans une pièce... Serhat Boumediene, bien sûr que... la plupart. Voilà, Allah yarhamou. Alors, je ne peux pas passer à côté d'une pièce, moi, qui m'a beaucoup marqué. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, notamment avec une scène mythique. Alors, tu ne l'as pas choisi, c'est moi qui l'ai choisi à ta place. Mais Les Enfants de la Casbah, c'est un truc, moi, que je vois et revois avec beaucoup de plaisir. On va voir cette scène et on revient juste après. Ça te dit? Allez. Très bien. Allez, c'est parti. Chapeau, franchement. Ça te fait quoi de revoir cette scène et puis toute cette pièce? Ça me fait dire toujours, regarde des grands comédiens. Tu as vu, c'est avec quelle interprétation? Keshroud, Sid Ahmed Agoumi, ma mère a pris de l'âge maintenant. Ça me fait quoi? Ça fait 35 ans à peu près cette pièce-là. Un très beau texte, comme il est très bien servi. Sublime. C'est Dalikot, comment il interprète ça? Magistralement. Magistralement. Et alors, la chance que tu as de jouer avec des gens pareils, c'est extraordinaire. C'est une chance. Cette pièce-là, ça me fait quelque chose parce que, bon, c'est vrai que j'étais plus jeune. Je l'ai joué ici. Dans ce studio-là, les décors étaient faits là, avec des choses simples, et avec un grand metteur en scène, Allah yarhamou. Hadja Rahim.
Ouais. Ah, Et le puits et tout. Le puits, les décors, alors, le son, tout fait là, dans ce studio. C'est aussi fabuleux. C'est aussi histoire de dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire une belle pièce. C'est le génie, c'est... Des compétences réunies, d'une façon globale. Ouais, voilà. Tout à fait. Dans le théâtre, avec un texte qui est bien quand même structuré, bien ficelé, avec une dramaturgie suffisante. Ouais. C'est très bien écrit, ça donne. très bien écrit, très bien interprété. Avec un regard de metteur en scène. Voilà, c'est tout. Ouais. Enfin, c'est tout. Eh oui. On va fermer la parenthèse théâtre pour ouvrir celle de la télévision et du cinéma. Ton passage à la télévision et au cinéma s'est fait comment? Et ben après 10 années de théâtre, le Mahkour a été filmé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et les metteurs en scène m'ont découvert, quoi, parce que c'est à croire qu'ils n'allaient pas au théâtre, quoi. Oui, bon, peut-être que j'étais... j'ai fait beaucoup de pièces à l'époque, entre 70 et 80, mais c'était pas filmé. Donc avec les gens qui venaient au théâtre, qui me connaissaient. Et ça a donné une... Ça m'a boosté, ça a boosté. Et de suite après, avec le premier film... Enfin, parmi les premiers, c'est Moussa Haddad, je crois. Acteur d'une façon globale. Il n'est pas acteur en lui-même. Il a peut-être un potentiel. Voilà, c'est ce que je voulais justement. L'acteur n'est pas acteur, c'est-à-dire à un certain niveau, s'il n'est pas servi par un texte, très bien, par le regard de celui qui le dirige, par l'histoire, par les comédiens environnants, par les décors, par les costumes. Un acteur, c'est ça. Et tout ça est retracé dans les films américains. Tu vois des films américains, par exemple, et la configuration du visage et le regard, bien entendu. Parce que des fois, tu as la figure, l'emploi. Moi, je ne vais pas jouer, je ne sais pas, un Robocop ou comment il s'appelle, je ne vais pas jouer Hercule. Je n'ai ni la stature, ni le visage. Donc, c'est évident. Mais ce qui... Pourquoi je reviens toujours au regard et au concept de l'ensemble, à la démarche, à la vision que tu as à faire du film, et je reviens à ce réalisateur et à cette écriture. Parce que quand tu vois des acteurs américains, où ils ne disent presque pas de mots, ou dans la réalité, s'il devait me parler, il ferait faux. Je dis, qu'est-ce qu'il a ce bonhomme, il est malade, avec ses silences longs, son regard, je dis, qu'est-ce qu'il regarde, Zahma et tout ça. C'est pas juste dans la réalité. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train de se foutre de moi? Mais au cinéma, grâce à la lumière, grâce à l'histoire, grâce à la projection du spectateur, ce truc devient intéressant. Et il fait vrai, alors qu'il n'est pas juste. Mais il fait vrai. C'est ça. On y croit. Tu regardes Clint Eastwood dans les westerns, le temps qu'il prend son cigare, il regarde, il tire le chapeau. Et nous, on adore ça. On regarde. Le moindre cil, battement de cils, on est là. Tout à fait. Et ça, c'est grâce aussi énormément à ce metteur en scène, ce réalisateur. Grâce au directeur photo, à la lumière, et grâce à tout, quoi. Au scénario, au texte, et voilà. Et j'ai une question peut-être qui va un peu te déranger, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amertume chez toi. Le regard que tu portes aujourd'hui sur le théâtre, la télévision, le cinéma en Algérie. C'est-à-dire... d'amertume, peut-être, oui, le terme que je dis, de gâchis, de dommage. C'est vraiment, comment, des années après, où nous étions quand même les gens bien avant moi, tu as vu comment ils étaient, il y avait déjà une tradition, les Saleh, les Fernandel, les Rouichad, les Boubagra, les Rahman, tu as vu comment ils étaient balèzes? On avait un fondement, une fondation. Tout à fait. Par la suite, on a essayé d'être dans la relève. Sidi Ali Kouiret et tout ça. Après arrive mon tour, et voilà. Et puis moi, ça y est, je vieillis, je passe. Mais quand je vois qu'avec très peu de moyens, parce qu'on a joué souvent avec peu, avec nos habits, on achète, alors surtout dans le théâtre, bon, ça doit continuer, certainement. Mais il y avait beaucoup de prix aussi internationaux à la clé. Oui. Ça veut dire que le succès n'était pas qu'à l'intérieur du pays. Même à l'international, ça marchait très bien. Il y a une pièce de théâtre qui n'a pas été filmée, dommage. On l'a jouée en Yougoslavie en 1975. Elle a eu le premier prix au Festival du théâtre amateur.
Ça s'appelle Kenya Makangana. C'est un truc pour enfants extraordinaire. Ouais. Ah, vraiment, et encore, c'est Malek Bouguermoua, encore une fois. Ah, il a fait une mise en scène extraordinaire. Je crois que les enfants de la Casbah ont été primés au Festival de Carthage. Ce qu'il m'a dit, oui, il y a des trucs comme ça, oui. Comme ça, il y en a sans eu parler beaucoup. des autres pièces et des autres comédiens, des autres fabuleux. Mais maintenant, c'est-à-dire en résumé, pour parler peu et sans démagogie autour. Voilà. Quand les compétences ne sont pas réunies, quand un chaînon est manquant, il y a déjà une faiblesse dans l'entreprise de ce que tu fais. Alors, quand il n'y a pas un minimum, mais alors vraiment, de compétences, c'est même pas le résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réellement... Mais ça revient encore à ce pays-là. Parce que si il y avait une vision réelle, véritable, mesurée, on veut aller vers l'avant, on veut s'améliorer, on veut briller comme on a brillé quand même les années 70-80. Quel théâtre les années 70 faisaient. On était vu dans le monde arabo, c'était extraordinaire. Ils reconnaissaient nos chapeaux bas. Tout à fait. Comment se fait-il? Parce qu'on ne va pas mettre ça toujours sur le dos de la décennie noire. Non, j'y crois pas. Ça suffit pas. C'est vrai que c'était mortel, c'était dur, c'est vrai. La peur au ventre, il y a eu quelques trucs là, c'était... Bon, c'est qu'il n'y a pas une volonté réelle de vouloir améliorer les choses dans ce pays. Réellement, du qualitatif. Mais quand le quantitatif médiocre prend le dessus, après, c'est vrai que l'amertume, tu démissionnes, tu te mets à l'écart. Heureusement que j'adore le silence. C'est pas suffisant. Je devrais me manifester plus, peut-être. Mais il y a des circonstances où tu n'arrives plus. En tout cas, tu l'as fait ce soir et je t'en remercie. Alors, juste avant de finir, tu m'avais dit une chose, moi qui m'a marqué, tu m'avais dit ce qui forge, parce que je t'avais posé des questions par rapport à ce qui t'a influencé, tu m'avais dit ce qui forge l'homme, c'est les rencontres qu'il fait dans sa vie. Absolument. Alors tu as eu beaucoup de belles rencontres dans ta vie, mais il y a eu, hélas aussi, beaucoup de disparitions, et ça aussi, ça marque les disparitions. Il y a eu beaucoup de disparitions de tes compagnons, puisque c'est comme ça que je les appelle, c'est des compagnons. Ça fait ne serait-ce que du moment. Mais ça fait quoi quand on perd les Mdjoubi, les Sonia, les Bengta, ça fait de la peine. Les Serrat Bondian. Parce que si tu avais des relations saines et je veux dire d'estime et d'amour, parce qu'on développe ça, tu vois, de la véritable affection, de la véritable reconnaissance, véritable estime, c'est pas de l'hypocrisie. Après, tu te dis, bon, ça relativise encore la vie, tu dis, bon, chacun son tour. C'est ça le destin. Mais les rencontres, ça aide à choisir, ça aide à aller vers de l'avant, ça donne du courage. Les belles rencontres, énormément. Mais j'ai eu de la chance, quoi. C'est de la chance que j'ai eu. C'est des rencontres, j'ai eu des rencontres fabuleuses. C'est vrai. C'est vrai. Quand le destin nous met sur le chemin de... Oui, des fois, oui. Alors, un dernier mot pour conclure. Dernier mot, qu'est-ce que je te dis? Qu'on soit un peu plus heureux, un peu plus. Je trouve qu'il y a un peu de tristesse, mais on est un peuple quand même qui était tellement porteur d'intelligence, d'amour, de fraîcheur. Un peuple qui aime rire, c'est extraordinaire. On avait de ces qualités, de ces valeurs formidables qui se perdent. Oh là 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 là. Faut pas oublier, parce que ce qui nous manque en réalité, c'est être face à face. Des débats contradictoires et se dire la vérité. Ne pas se cacher trop, sinon on ne peut pas s'améliorer. C'est comme ça qu'on avance. Si à mes enfants, je dis que vous êtes beaux, vous êtes alors qu'ils sont des petits... des ratés. Voilà, et ils ne sont pas sérieux. Je ne rends pas service à ma famille. Tout à fait. Alors, c'est ça, il faut désigner d'une manière, c'est-à-dire constructive. Voilà, avec amour. Désigner, c'est pas mettre à la vindicte, c'est pas condamner, mais dire, voilà, nos lacunes et nos tares. Allez, effaçons, mon vieux, et c'est possible. Ça manque beaucoup. On se passe trop la pommade.
Ouais. Très bien, en tout cas... J'aimerais finir par un truc optimiste. Vas-y. Que je vous souhaite une bonne année quand même. Très bien. Et que ton émission continue, quoi. Mon frère. Voilà. En tout cas, ravi de t'avoir reçu ce soir. Merci beaucoup, Arslan. Et puis, tu es le bienvenu hein, quand tu veux. Les portes de la télé te sont ouvertes. Merci. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ma télé à moi qui se fait un plaisir de recevoir ce soir une grande artiste, une grande dame que vous connaissez ou que vous pensez connaître car souvent nos chers téléspectateurs nous avouent apprendre des choses sur tel ou tel invité, des choses qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne soupçonnaient même pas et j'espère que ce sera le cas avec celle qui a décidé ou celle qui nous a fait l'amabilité de partager cette qada avec nous ce soir. C'est pour moi l'ambassadrice de la chanson andalouse. Il s'agit de Madame Behjar Hal. Madame, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Bonsoir. Très bien. On a invité Behjar Hal, donc on va écouter Behjar Hal. Très bien. Et comme l'un des buts de l'émission, c'est de revisiter les archives de la télévision algérienne, j'ai un peu remonté le temps et je suis tombé sur l'un de vos premiers concerts, pour ne pas dire peut-être le premier concert de Behjar Hal. Alors, c'était lors d'un festival à Tlemcen. Elle était accompagnée par la troupe Al-Intisar, si je ne me trompe pas, et c'était, tenez-vous bien, en 1981. On regarde. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? On ne parlera pas du concert, on reviendra plus tard en abordant votre carrière, mais sur un plan très très affectif. Très affectif, le fait de me voir comme ça, c'est des... Et votre frère qui était à vos côtés? Mon frère était juste à ma gauche, à la mandoline aussi. Ça date de plus de 30 ans. Ouais, 81, quelle année? 81. 81, mais le fait de voir les images, c'est quelque chose... parce que bon, je ne les ai pas revus, peut-être une année après, quand c'est passé à la télé, mais sinon, introuvable.
Ah, donc franchement, c'est merci et bravo. Hein. Ah ben, je vous en prie. C'est un peu le but de l'émission. Hein. On va parler à présent de votre enfance, mais si je vous disais d'abord El Biar, vous me dites quoi? El Biar, c'est mon enfance. C'est là où je suis. Je ne suis pas née à El Biar, mais El Biar, c'est là où j'ai grandi. Mes premiers souvenirs, c'est El Biar, c'est l'école, c'est le conservatoire. C'est vraiment mon enfance, c'est mon quartier. C'est moi, c'est Bahja. Ah, c'est Bahja. Voilà, Bahja Rahal. Bahja Rahal, oui, Voilà. si on veut. Non, parce qu'il y a Bahja Alger, le Bahja, et puis il y a Bahja Rahal, donc les deux se rejoignent. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, vous êtes issu d'une famille qu'on qualifierait de nos jours de nombreuse, même si à l'époque c'était une famille moyenne pour moi, une famille algérienne moyenne. Ça n'avait pas que du négatif, hein, parce que souvent les familles nombreuses, on dit que... Mais en termes d'épanouissement, je pense que ça n'avait pas que du négatif quand même. Les familles nombreuses, Anna, je pense qu'au contraire, alhamdoulilah. Et à l'époque, c'était Oui. courant. Oui. C'est la norme. D'ailleurs, même à l'école, on nous appelait par les noms de famille. Oui. Et on disait famille Rahal, famille Flan, Flan, Oui. Flan. Donc, non, c'était courant et normal. Et la famille nombreuse, quand même, on est 9 frères et sœurs. Et la famille nombreuse donne de l'ambiance à la maison. Ouais. L'ambiance, c'est quand on est d'accord, c'est bien. Quand on se chamaille, c'est bien. Quand on se bagarre, c'est bien. Ouais. Et ça donne vraiment de l'ambiance. Et c'est bien. C'est bien. Super. Alors, vous avez, disons-le, à peu près l'âge de l'Algérie indépendante. Et donc, comme beaucoup d'enfants de votre génération, vous avez été marqué par les programmes de télévision que vous regardiez. Et l'un de ces programmes, et que vous avez choisi de partager avec nous, est un film, j'avoue que vous m'avez étonné par ce choix, est un film que je n'ai pas revu depuis très longtemps, que j'ai même failli oublier. Et merci de nous rappeler ce film d'un grand réalisateur qui est Moussa Haddad et qui a pour titre Une cigarette pour Ali. On regarde. اسمع، راك تشوف شكون بالحاج علي؟ ما عرفتش شكون هذا بالحاج علي؟ ما عرفتش شكون هذا بالحاج علي، الضابط الاول اللي راه مع الكابيتان السابق نتاع الدوزيام بطيون. وراك متحقق؟ نعم، كل التحقيق. شوف مليح. وانما على حسب معلوماتي يماه ميته. متحقق؟ نعم، كل التحقيق. يا حارس
شوف لنا المرأة هذه وين هي؟ راهي مشات. مشات؟ وراك متحقق؟ نعم كل التحقيق. ملا خذ البطاقة هذه وامشي لمركز القيادة وشوف لنا على المرأة هذه. حاضر. وعمل كل اللازم. قس تلف سلاحك. شوف هاد بطاقة التعريف. هذه بطاقة التعريف نتاعي تاع وقت فرنسا. كاين واحد العجوزة راهي تقول بلي راهي يماك. وين راهي؟ راهي في المكتب تاع المتطوعين. اسمح لي نروح نشوف. عين واحد من القيادة وروح شوفها. Voilà. Alors il retrouve sa maman et sa maman le retrouve. Pourquoi ce choix? D'ailleurs, c'est une merveille, le film. Et Nouria avait un rôle magistral. C'est vrai que les films algériens, à l'époque, les années 60, 70, passaient régulièrement. Il y a un film, Chauffour, 4-5 mois après, Aoudou Djoudjou. نعرفوه pratiquement par cœur. Mais on était là, نستناو les scènes اللي يجيو la prochaine scène, نعرفوا واش يعني ce qui va arriver, mais on était là, on regardait يعني religieusement un film. C'est notre enfance aussi, يعني les films هادو, les grands films algériens. On parlait tout à l'heure de la famille. La télé avait justement, à l'époque, ce rôle-là. Elle réunissait la famille. Ça se passait comment lorsque vous regardiez ensemble comme ça la télé? La famille nombreuse, je reviens à ça. Donc le salon, il y a la télé, automatiquement, par exemple, Bab Allah Yarhamou, c'était les films westerns. Donc film western, et là, قعدنا وهنا نشوفوا معاه film, c'est bien, il a نسكتوا كامل. Si quelqu'un commence à parler, faire du bruit, allez, ils nous sortaient tous, ils fermaient la porte du salon. Et le regarder le film wahdo, ça veut dire ne me dérangez pas, c'est un film, c'est sacré, c'est un film western. Par contre, par exemple, ma mère, c'était plus les variétés algériennes et donc là c'était plus cool. Maïma, c'était plus cool. Donc on avait même le droit de parler ou là, mais sinon il y avait les films, c'était autre chose. Alors justement, vous parlez de ça, donc vous me tendez un peu la perche. Votre enfance a été caractérisée par beaucoup de discipline et de rigueur, aussi bien au sein de votre famille qu'à l'école. La discipline à la maison, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les parents sont là pour éduquer les enfants, les guider. C'est tout à fait normal. Ou mes parents, c'était la rigueur. Baba Allah yarhamou, c'était la rigueur, d'ailleurs, même dans son travail. Et à la maison, c'était la rigueur. L'école, c'est la même chose. On va à l'école, c'est que de la rigueur. Le conservatoire, la même chose. S'il y a des loisirs, c'est la même chose. Donc, on grandit avec ça. Il n'y a que ça. Alors, dans votre programme, il y a aussi une séquence d'un film. Je suis sûr que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Qu'on a aussi pratiquement oublié. Il s'agit de José Lito, La Voix d'Or. Voilà. Alors, je vous invite à regarder, mais surtout à écouter. Voilà, c'est parti. J'ai vraiment envie de vous dire... j'ai vraiment envie de vous dire merci, hein, franchement, parce que c'est une séquence qui m'a vraiment fait plaisir et je pense qu'elle fera plaisir à beaucoup de nos téléspectateurs. Alors, pourquoi ce choix? José Lito, pour moi et certainement même pour mes frères et sœurs, c'est comme si c'était notre camarade de classe. On le connaissait. On le connaissait, on suivait. À chaque fois qu'il y avait un film qui passait à la télé, on était là. Parce qu'avant, c'était le mercredi après-midi, on est à la maison. Donc, il y avait un programme pour enfants. Donc, nous choufou José Lito. Et José Lito faisait partie de notre entourage. On l'attendait, on le suivait, on le connaissait bien. Donc, José Lito, c'est la voix d'or, ça. C'est José Lito à la voix d'or. Alors, c'est la voix d'or. Mais en fouillant un peu, j'ai trouvé, et j'avoue que ça m'a vraiment surpris,
que toute petite, vous ne vous intéressiez pas vraiment à la musique ou à la chanson. C'était, vous le faisiez comme ça, comme un loisir, un passe-temps. Yani au conservatoire. Oui. Ah Toute oui, petite, oui. oui. Ah oui, oui, non, la musique, c'était pas... surtout si je parle de la musique andalouse. Oui. Ça ne me disait rien. Je ne vais pas dire je n'aimais pas, Oui. mais je ne m'intéressais pas du tout et ça ne me disait absolument rien. Et je pense que même pour mes frères et sœurs, c'était la même chose. Oui. Yani, quand on était au conservatoire, Oui. d'accord, et d'ailleurs moi j'ai choisi la musique andalouse parce que ma mère, quand elle nous a inscrits au conservatoire, ceux qui font de l'andalou, je dois leur acheter une mandoline. Oui. Je me suis dit, super, j'aurai un instrument pour moi. Oui, elle ne vous a pas inscrite que vous, elle a inscrit... Non, la famille, les frères et sœurs. Voilà. Comme on était en âge de faire de la musique, bien, on a fait de la musique. Oui, je pense que c'est très bien. Oui, oui. C'est très bien. Et donc, vous avez choisi la mandoline juste pour avoir votre instrument à vous. Voilà, l'andalou pour avoir une mandoline, parce que la mandoline allait être mon instrument personnel. Personne n'allait la toucher. Personne ne touche. Très bien. Alors, côté études, ça se passait comment? Les études, c'était normal. Il y a des études, j'ai fait tout mon cursus. Mais attention, les études, il y en a comme on avait des loisirs. Mais si on ramenait un mauvais carnet scolaire, on met plus tard un mauvais bulletin, les loisirs s'arrêtaient. C'était ça le deal. On était sanctionnés, on était punis, on nous arrêtait certains loisirs, certaines sorties, si le bulletin n'était pas bon. Donc on n'avait pas intérêt à ne pas bien travailler. Et ça se passait plutôt bien puisque vous obtenez votre bac et puis vous faites l'université de Bab-Zouar, vous choisissez biologie comme branche, et puis après vous faites même l'ENS, l'École nationale supérieure. Alors pourquoi l'USTHB et l'ENS? C'était le tronc commun à Bab-Zouar. Ensuite, bon, j'ai fait, je me suis orientée vers l'enseignement. Ah, donc j'ai fait. Donc à l'époque, ça se passait comme ça. Donc vous faites le tronc commun et puis vous passez à l'ENS. Non, on n'était pas obligé. J'ai fait le tronc commun. On bat de l'ENS. Et l'ENS, à l'époque, c'était... l'ENS était vraiment l'école normale supérieure. C'était... il fallait le bac à l'époque pour avoir accès. Et donc, j'ai fait sciences naturelles. Et c'est comme ça que j'ai enseigné même les sciences naturelles. Mais je me suis orientée vers l'enseignement. Donc, le cursus, c'était musique, études supérieures, mais toujours en parallèle. Très bien. Alors, justement, vous devenez enseignante de sciences naturelles, comme on dit. Vous enseignez dans des lycées, c'est ça? Des lycées, oui. Et ça se passait... Lycée à Alger. Voilà. Et qu'est-ce que l'enseignement vous a apporté sur un plan personnel? L'enseignement, c'est déjà le fait de parler à des élèves. Et en plus, moi, j'étais au lycée et j'avais plus de classes de terminale à l'époque. Donc, le fait d'avoir des élèves quand même mûrs, parce qu'en terminale, on a 16, 17, 18 ans, ça dépend. Il y en a certains commençaient un peu tôt l'école. Il y en a, on pouvait parler avec eux, dialoguer, le message passait. Il y en a, c'était des adultes à l'époque. Donc ça se passait très très bien. Il y en a à l'époque. J'ai vraiment aimé cette période d'enseignement au lycée. Très bien. Alors je rappelle que, comme vous venez de le dire, études, et puis même l'enseignement se faisait en parallèle avec la musique, mais la musique qui n'était pas, c'est-à-dire une carrière professionnelle dans le domaine de la musique, n'était pas encore à l'ordre du jour. Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je n'avais pas intérêt à dire je veux faire carrière en musique ou là je veux être artiste ou là. Non, à la maison, c'était les études avant tout. Où les loisirs n'étaient que des loisirs. La musique n'était là que pour accompagner Hagda de temps en temps, mais il n'était pas question de faire carrière. Le déclic va venir un peu plus tard. Et disons que le concert qu'on venait de voir tout à l'heure, en 1980 à Tlemcen, y est pour quelque chose. Donc vous êtes parti à Tlemcen et c'est là que vous avez été repéré par les gens d'El Fkharjia, non? C'est ça, c'est exactement ça. Parce que là, c'était avec le conservatoire d'El Biar. Et ce jour-là, Al Fkharjia était présente parce qu'ils avaient aussi participé au même festival. Les responsables de l'association sont venus me voir parce que, bon, apparemment,
ma voix avait plu. Ils m'ont proposé de rejoindre l'association. J'ai dit d'accord. On verra. J'ai pas dit on verra, j'étais jeune, je ne savais pas ce que c'était on verra. Ou là, de temps en temps, quand on dit Inch'Allah, ça veut dire bon, ça peut être pas du tout bad. Mais là, j'ai dit oui, pourquoi pas. Mais sans plus. Vous n'êtes pas parti les voir? Non, j'ai laissé de côté, j'ai carrément même oublié, si on veut. Et après, ils vont revenir à la charge. Mais avant cela, on va rendre hommage justement à cette grande association qui est le Fkharjia, en écoutant un petit extrait de le Fkharjia. On regarde. Alors, vous avez décidé de rendre hommage justement à Al-Fkharjia, qui ne vous a plus lâché. Bon, c'était en 81, juillet 81. Même, je pense début 82, ils avaient donné un concert au TNA. Avec mon frère, on est allé assister au concert. Et à la fin, Fleurol, bon, tout le monde se dit bonjour, il y a comme ça et tout. Et ils me revoient ce soir-là. Et ils me disent la même chose. On vous a demandé de venir et vous n'êtes pas venu. Autrement, d'accord, bon, on viendra. Bien sûr, en cours de route, mon frère qui me dit on y va dans ce cas-là, puisqu'ils insistent et tout. J'ai dit, je ne sais pas, on verra. Il me dit, mais franchement, si c'était moi, s'il m'avait proposé à moi, mais moi je n'ai pas tes capacités ou la tête à certainement c'est pour ta voix, mais dans ce cas-là moi je n'aurais pas hésité, donc on y va.
c'est là, à partir de là, oui, on a décidé d'y aller. Mais je voulais un petit peu revenir sur l'extrait qu'on a vu. Oui. Ça, c'est le Fakhardia, mais c'est le Fakhardia, c'était la semi-supérieure dirigée par Nordin Saoudi à l'époque. Parce qu'il y avait la supérieure que j'ai rejoint, moi, au départ. Dirigée par le Fakhardi. Par Abdelrazak Fakhardi, Allah yarhamou. Donc, au départ, c'est ce que j'avais, c'est la classe que j'ai rejoint. Ouais. Mais il y a eu, en 84, je pense, ils ont proposé à Nordin Saoudi de créer une semi-supérieure, une classe intermédiaire, et de la diriger. Et donc, c'est cette classe qu'il dirigeait. Et comme on voit aussi Hamidou, là, on a fait de l'extrait. Et notre ami Galiz aussi, Galiz. Galiz, j'allais en parler d'ailleurs. Il y a même Mustafa Gerwabi qu'on voit. Mais Houma, il faisait partie, Galiz ou Gerwabi faisait partie de cette classe, cette semi-supérieure. Mais Hamidou et moi faisions déjà partie de la classe supérieure. Mais Nordin nous a demandé de, si on veut, renforcer un peu l'orchestre. C'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, ça nous avait fait plaisir. Hamidou a fait un solo, moi aussi. Donc, on a participé à ce concert. Mais c'était exceptionnel. Alors, ces gens-là font appel à vous, mais c'est le Fakhardi en personne qui insiste à ce que vous rejoigniez sa troupe après des essais de voix. C'est pas lui qui a insisté pour que je rejoigne le groupe. Il ne connaissait pas. Parce que les responsables d'accord insistaient parce qu'ils m'ont écouté à Tlemcen. Mais Houa, à l'époque, il ne me connaissait pas. Et quand même, en 82, il était déjà âgé. Quand il se déplaçait, quand il venait le local, l'association, c'était une fois par semaine, comme on l'appelait, la grande répétition. Donc c'était, il ne venait pas tous les soirs. Alors il y avait des essais de voix. Il y a eu des essais de voix. Alors je veux justement que vous nous racontiez cet épisode-là. Très bien. Moi je suis rentrée en mars, donc 82. Et je pense en avril 82, il devait y avoir aussi un concert programmé au TNA. Le programme était déjà établi, c'était nos Tlassine. Les solos étaient déjà donnés. Mais il restait à donner un solo. Pour moi, c'était la pièce maîtresse de cette Nobassine, Yamorseli. Les mélomanes, les spécialistes de cette musique connaissent. Ils savent que c'est un morceau difficile. Ce jour-là, il n'avait pas encore le soliste de ce... il devait se faire en duo, avec Hamid Belkhodja pour la voix masculine. Il cherchait la voix féminine. Ils ont commencé... Abdelrazak Fakhardi a dit, allez, je commence à... Faites-moi écouter des voix. قالوا الوحدة غني بدأت تغني. Je me rappelle très bien. Le premier mot, غير بدأت تغني, il a fait une grimace. Donc, ils l'ont arrêté tout de suite. Ils ont essayé une deuxième fois. La deuxième voix, tenait la même chose. Ça ne lui a pas plu. Et on le voit. Il a fait une grimace. Et comme c'était un grand orchestre, on était 50 ou peut-être plus. Il y avait 5 rangées. Moi, j'étais à la 4e. Je venais à peine de rentrer, mandoline, 4e rang. 3e rang, il y avait Nordin Saoudi au violon. De loin, je le vois donc avec son archer qui leur dit essayez là. Je le regarde, je fais... Vous êtes tétanisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il insistait pour l'homme, essayez là. Moi, je disais non. Il y a un certain moment, Abdelrazak Fakhardi qui demande le Rizqi Harbit, il dit allez, on l'essaye. C'était Waqila Cheikh Hamidou Djaidir. À l'époque, ce n'était pas Waqila Rizqi Harbit. D'accord. Il dit bon, on l'essaye. J'étais tétanisée. Je commence à chanter. غير بديت نغني يتكع على العكازة. Il avait sa canne. Il se met debout et il cherche ويقول لهم شكون هادي.
Moi, je le dis toujours parce que c'est resté gravé. Ben oui. C'est ce jour-là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose de particulier Ouais. dans ma voix, je pense. C'est ce jour-là. Et pas avant ou là. Avant, rien du tout. Et donc, c'était le déclic. C'était le déclic. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai senti ensuite le regard de tout l'orchestre. Ouais. Parce que, bon, certains, même si j'étais là depuis un mois, n'avaient même pas remarqué ma présence, je pense. Mais c'est tout à fait normal. J'étais jeune, c'était des cadors. Certains étaient professeurs déjà de musique au conservatoire et tout. Donc, lorsque le Kharji se met debout pour quelqu'un, il ne le fait pas comme ça. Hein. Non, non. Et ça, ils l'ont compris. En 92, vous décidez de partir en France. Pourquoi ? 92, j'avais décidé, je voulais un petit peu changer. Et je me suis dit, pourquoi pas faire j'arrive en France, je fais une spécialité en biologie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et là, oui, je suis arrivée, je me suis dit, je vais m'inscrire en spécialité. J'ai retrouvé des amis musiciens, parce que Kberna ensemble, à Alger, on a fait de la musique ensemble et tout. Là, il me donne l'idée de créer un orchestre, de commencer à faire de la musique ensemble. Oui. Et pourquoi pas ensuite de donner même des concerts, des représentations de petites, petites. J'ai dit pourquoi pas. À partir de là, j'ai commencé à constituer des dossiers de presse. Des dossiers de presse, donc avec des photos, un CV, plein de choses. Il y avait même un peu d'audio, mais je n'avais pas grand-chose. Et je me suis dit, si déjà je commence à distribuer ce pressbook avec des salles de concert, des organismes surtout algériens, parce que pour la communauté, c'est là où on se fait plus connaître, et ça peut nous aider. C'est un tremplin pour la suite. Quand j'ai commencé à faire ça, ça commençait à prendre du temps. On a commencé à nous demander d'animer, de donner des concerts, soit les consulats d'Algérie en France, soit le centre culturel algérien. Donc ça commençait à me prendre du temps. Du coup, il fallait faire un choix. C'était la biologie ou la musique. Et ben, le choix s'est fait rapidement. Très bien. La musique. Et la reconnaissance est là, puisque même certains médias français vous remarquent et disent beaucoup de bien de vous. Mais attention, ce n'était pas encore la reconnaissance. C'est vrai que à l'époque, puisque les médias ont commencé à parler déjà, même quand je donnais Hagda des concerts. Mais les médias et les grands journaux français et même magazines... C'était après la sortie de votre premier album, non? C'est exactement ça. Et c'était en 95? 95. 95, on l'a enregistré, fin 95, il est sorti. Donc c'est à partir de là où il y a eu des articles intéressants, importants, dans une presse quand même importante et sérieuse en France. Donc, mais je ne dirais pas la reconnaissance, mais c'est vrai que ça encourage à continuer. Les critiques étaient très favorables et c'était pas évident, hein, parce qu'on parlait souvent de la musique raï quand on parle de l'Algérie. C'est ça, c'est ça. À l'époque, c'était avec beaucoup de raï. Oui. C'était beaucoup de raï parce que, bon, en 1985, déjà, on avait découvert le raï en France, mais la musique andalouse, on ne connaissait pas du tout. Beaucoup. Pas beaucoup. Il y a les Radio France par des orchestres qui venaient. Par exemple, Mohamed Khaznadji allait donner des concerts à Radio France et quelques salles françaises, mais sans plus. Sans plus, Sans plus. Mais voilà, un album sort. Télérama, par exemple, me donne 3 clés sur 4. C'est très important. Le journal Le Monde fait un article, un grand article. Libération et d'autres journaux. D'ailleurs, la FNAC à l'époque, les vendeurs, les représentants de la FNAC me disaient, les gens viennent avec l'article du journal Le Monde et me disent, on veut cet album. Ah bah oui. Et vraiment, ça encourage à et donc continuer. Vous êtes la première à avoir commercialisé une nouba. Une nouba en Algérie.
Oui. En Algérie. Oui. Parce qu'à En Algérie, l'époque, oui. par exemple, C'était Mohamed pas Khaznadji très bien avait vu. déjà des albums disponibles en France. Ouais. Mais en Algérie, c'est le premier album de musique andalouse de Nouba. Oui. Algérienne, oui. Certains étaient contre parce que pour eux, la Nouba n'était pas commercialisable. C'est un avis. Hein. Les anciens le disaient, oui, c'est un patrimoine, c'est la culture, c'est l'art. On ne peut pas le commercialiser, ça ne va pas ensemble. L'argent, on peut. Pourquoi pas? Quand on voit la musique classique européenne, les stands, les grands magasins de musique où là, la musique classique européenne occupe une place de choix. Tout à fait. Et donc on peut écouter de la musique classique et la commercialiser. Au contraire, ça veut dire la mettre à la disposition du grand public. Donc la musique classique algérienne, la nouba algérienne, aussi peut, et la preuve, on le voit maintenant. Ça aide beaucoup à la promotion de ce genre, justement, de musique et de chansons. Et si je vous disais les fils de l'amertume? Les fils de l'amertume, c'est là où j'ai appris, par exemple, à me tenir sur scène, à saluer le public, à parler au public, parce que bon, il y a le domaine musical, le conservatoire ou là, les associations, on vous apprend juste à tenir un instrument, à chanter, à prendre des noubas, à point. Mais être face à un public, c'est le théâtre. Mais l'idée est venue de qui et comment? C'est pas du tout mon idée. C'est Slimane Ben Issa, un grand homme de théâtre. Qu'on salue. Bien sûr, qu'on salue. A cherché après moi, donc il m'a proposé cette pièce, Les Fils de l'amertume, donc de participer à cette pièce. Bien sûr, tout un côté musical. Donc la musique d'Alger, Rouatanit, c'est son enfance. Donc j'ai participé à cette pièce. D'ailleurs, on le voit là à l'image. On est resté 1 année et demie en tournée. Déjà, on l'a montée en Bourgogne pendant 1 mois, pour monter la pièce. Ensuite, on l'a présentée à Avignon, Avignon en in, donc c'est pas rien. Et ensuite, on est parti 1 an et demi en tournée dans toute la France et Genève. C'était une expérience magnifique pour moi, parce que déjà, travailler et être sur scène avec Slimane Ben Issa, il y avait Sid Ahmed Agoumi dans la pièce, il y avait Fellag et il y avait Sonia Allah yarhamha. Et là, avec Sonia, j'ai partagé souvent la même chambre qu'elle, la même maison qu'elle. D'ailleurs, on est resté à la fin, Allah yarhamha. J'ai beaucoup appris avec elle. C'était une femme, c'est un cœur. Elle était particulière. Elle était particulière, très courageuse, donc j'ai beaucoup appris avec elle. On la voit aussi à l'image, Sonia. La femme en bleu, c'est Anissa Asla, Allah yarhamha. On avait fait à l'époque, c'était le Festival de Cannes en 1998. C'était 2 grandes dames, Allah yarhamhom. Donc j'ai beaucoup appris de Sonia et bien sûr Slimane Ben Issa, puisque la pièce c'était lui. Donc le théâtre m'a beaucoup aidé et appris c'est une pour grande école, hein, la scène musicale aussi. Le théâtre, c'est une grande école. Un dernier mot, très rapidement. Un dernier mot pour nos téléspectateurs, pour vos fans. Inch'Allah, pour les fans, je resterai, Inch'Allah, toujours à la hauteur de leur demande, de tout le travail, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, il y a de la rigueur, mais Inch'Allah, tant que j'ai la force, je continuerai et j'espère qu'il y a donner encore plus dans ce patrimoine qui me passionne. شهلة العيون عقلي بيك مفتون يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون قل لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 قل لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 يا شهلة العيون
القمرة من أول نظرة سكنتني جمرة وأنا بك ممحون يا شهلة العيون. يا ضي القمرة من أول نظرة سكنتني جمرة وأنا بك ممحون يا شهلة العيون. لو اسمع يطيح وكل أفكاري تصيح على جناح الريح من أجلك عني هون يا شهلة العيون. لو اسمع يطيح وكل أفكاري تصيح على جناح الريح من أجلك عني هون يا شهلة العيون. يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون. يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون. قول لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 الزين. قول لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 الزين.